Alors, le troisième volet, c'est celui de la réadaptation. Parce qu'on a beau dire, l'essentiel, c'est quand même d'arriver à faire tout ce qu'on veut, même si on a besoin d'aide pour ça. La réadaptation, donc, c'est ce qui va permettre, malgré les difficultés que le corps nous impose, d'aller vers toutes les activités que l'on souhaite pouvoir assumer, tous les déplacements que l'on souhaite pouvoir assumer, tous les contrôles que l'on souhaite pouvoir assumer, etc., toutes les relations que l'on souhaite pouvoir assumer. Il y a, dans ce contexte de réadaptation, des professionnels qui sont particulièrement bien placés, ce sont les ergothérapeutes, voire les ergonomes, quand les choses deviennent un petit peu plus complexes sur le plan mécanique. Et ce sont effectivement les professionnels des équipes de médecine physique et de réadaptation qui vont s'occuper des aides techniques. J'emploie ce terme-là au sens très large. L'aide technique, ça va de la canne au fauteuil roulant électrique, à l'adaptation environnementale, dont on va parler immédiatement après, tout ce qui va faire qu'on va modifier les possibilités vis-à-vis de l'environnement grâce à un apport extérieur relève de ces aides techniques. Donc ça, c'est vraiment un terme générique qui touche à peu près à tout, encore une fois, ce qui peut être apporté pour compenser, venant de l'extérieur, bien entendu, les difficultés inhérentes aux conséquences de la maladie. Donc je disais les aides techniques, mais ça peut être un appareillage de tronc, ça peut être, alors on ne va pas discuter là-dessus, puisque vous savez à quel point, là, grosse, justement, discussion, mais vous n'aurez pas de temps, il faudrait qu'on y passe 3 jours, sur corset, pas corset, mais oui, mais le corset, mais on ne peut plus compenser l'hyperlordose, on l'a plus, donc on ne tient pas debout, donc là, les aides techniques, évidemment, elles vont être définies de façon pertinente et de façon tout à fait fouillée par rapport aux conditions de vie, par rapport à la situation, à l'examen des difficultés motrices, de la musculature, de la forme du tronc, etc., etc. Mais c'est à ce niveau-là, encore une fois, qu'on va trouver tous les éléments, depuis la canne, en passant par le corset si nécessaire, les chaussures orthopédiques, les releveurs de pied, n'importe quoi. Tout ce qui permet, en tout cas, de toute façon, de se débarrasser peu ou peu des difficultés. Les adaptations environnementales, oui, il y a des moments, effectivement, il est tout à fait fondamental de les faire, ces adaptations-là. Le gros bateau de l'adaptation environnementale, c'est l'accessibilité, bien entendu. Il est complètement évident que pour être accessible, il doit y avoir des aménagements. Et l'accessibilité de la ville, c'est quelque chose d'important. Ça n'a rien à voir pour l'autonomie d'une personne que de pouvoir disposer d'un réseau de bus accessible, dans lequel il pourra aller, y compris en situation de déplacement en fauteuil roulant, électrique, avec un environnement qui ne sera absolument pas adapté et dans lequel on se retrouvera sur des marches de 20 cm de haut, voire des escaliers, etc. Donc ça change tout. Les adaptations environnementales, il faut faire que tout ce qu'on peut faire de façon logique, naturelle, à partir du moment où on dispose de toutes les facultés motrices que la nature a construites pour nous au fil des siècles, des décennies, des milliers d'années, plus exactement d'ailleurs. Et il s'agit de s'affranchir de ça. C'est-à-dire de faire un environnement où, mon propos est peut-être excessif en disant ça, où tout est possible, à la condition de mettre en place certains éléments qui permettent de dépasser les difficultés. Et puis il y a les adaptations comportementales. Alors ça c'est quelque chose de complexe, parce qu'effectivement, dans le comportement, il y a ce fameux désir que j'évoquais tout à l'heure, le désir de faire des choses qui parfois sont risquées. Donc il y a aussi à travailler sur le plan comportemental, il y a des caps qui ne sont pas très faciles à franchir, et tout ça, une fois, ça relève de cette prise en charge que vous voyez extrêmement globale, qui touche à tout, en quelque sorte, de cette spécialité particulière qu'est la médecine physique et de réadaptation. Et vous avez compris au passage, bon, le médecin, oui, les kinésithérapeutes, oui, l'ergothérapeute, oui, l'ergonome, oui, mais également l'orthophoniste, les problèmes de visage, également le psychomotricien, également le psychologue, etc., etc. En fait, c'est un travail d'équipe, parce que toutes les facettes qui sont nécessaires pour pouvoir être efficaces face aux difficultés qu'on va rencontrer nécessitent effectivement des compétences qui ne sont pas toutes strictement superposables, et tout le monde n'a pas ni la science infuse, ni fait toutes les études des différents métiers que je viens d'évoquer. Et puis la dernière chose, à ne pas oublier, c'est l'aspect social, c'est l'accès aux aides. On a besoin d'un fauteuil roulant électrique, on a besoin d'un scooter, on a besoin d'un aménagement de la maison, on a besoin d'un scala mobile, on a besoin de mettre en place une pente. Bah oui, d'accord, mais il faut trouver les sous pour faire tout ça. Et je pense que si vous réfléchissez à certaines de vos périodes à vous, je pense que certains ont certainement été confrontés à des difficultés en la matière pour pouvoir obtenir ce qui est plus que légitime par rapport à l'objectif final, qui est encore une fois de vivre en toute citoyenneté et avec la meilleure qualité de vie possible. Donc ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, y compris en luttant. Alors je sais bien que
ne devrais pas dire cette chose-là, parce que ce sera peut-être un petit peu trop marqué, on est à la veille de quelque chose. Et comme j'ai entendu tout à l'heure, d'ailleurs, je ne sais pas trop si effectivement tout ce qui va se passer dans les 10 jours qui viennent va changer grand-chose, car il y a, au-delà des politiques, beaucoup de techniciens qui réfléchissent, ou pas suffisamment, à ce qui serait nécessaire de mettre en place pour. Il y a des problèmes financiers extrêmement importants. Mais n'empêche qu'il y a quand même, pour ce qui concerne l'aspect social, un aspect que je veux dire politique avec un petit p, qui est de pouvoir se bagarrer effectivement pour que ce qui n'existe pas encore dans la législation, ce qui n'existe pas encore dans ce qui est utile à chacun. Il faut continuer en permanence à se bagarrer pour que ça vienne devant. Et pour qu'on puisse effectivement, non seulement avoir face à soi les moyens matériels qui ont été développés, mais encore pouvoir y accéder. C'est le cas par exemple également, parce que c'est vrai pour toutes les pathologies qui débouchent sur des séquelles qui vont avoir une incidence sur la motricité. Je pense aux amputés dont je m'occupe beaucoup. Un amputé fémoral a à sa disposition, au jour d'aujourd'hui, un genou électronique, un contrôle électronique tout à fait spectaculaire qui permet de monter les escaliers sans aller comme d'habitude avec les genoux habituels, poser la jambe valide, puis monter une jambe raide de l'autre côté. Non, on peut monter de manière symétrique. Coût de la manœuvre, 50 000 €. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Vous voyez poindre un petit peu le problème éthique et le problème politique en parallèle à partir de cet exemple-là aussi. Mais à n'en pas douter, dans la vie de chacun, il y a des choses qui relèvent de ça, avec des chiffres peut-être différents, mais il n'empêche que ça, il ne faut vraiment pas qu'on le laisse de côté, c'est extrêmement important. Et il faut continuer à se bagarrer parce que les textes existent. L'ONU a pondu un bouquin sur, effectivement, le contexte qu'il fallait mettre en place dans tous les pays qui avaient adhéré à la charte pour pouvoir faire en sorte que les situations de handicap, parce qu'il n'y a pas de handicapés, bien sûr, les situations de handicap, puissent être gommées au maximum. Ça existe, les textes sont là, les pays ont signé, n'empêche qu'ils ne respectent pas, comme ils le devraient, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce document. Alors du côté psy, bon, c'est volontairement avec mais ça, pourquoi ? Dès qu'on touche au côté psy, on va souvent prendre ou des boutons, ou des épines, etc. C'est un domaine qui n'est pas toujours très très facile à aborder. Je ne suis pas dingue. Quand je reviens d'un psychiatre, je vais pouvoir gérer tout seul ma souffrance, il n'y a pas de problème, je serre les dents et puis ça ira. D'autres personnes, ça sert à quoi de m'épancher en face de quelqu'un, qu'est-ce qu'il va me raconter, etc., etc. Mais il n'empêche que cette souffrance-là, on n'est pas toujours en mesure de l'assumer dans de bonnes conditions, seul dans son coin, ou même avec sa famille. Il faut parfois des tiers qui soient à l'extérieur du système. Et en tout cas, il faut ne pas négliger ça et ne pas se dire qu'on va y arriver, parce que cette souffrance supplémentaire, elle a nécessairement un effet délétère, au minimum sur la qualité de vie. Or, c'est au bout du bout, ce qui est l'objectif, c'est quand même ça aussi, c'est la qualité de vie, même avec des difficultés, mais c'est quand même ça, de l'optimiser, en tout cas, la vie de qualité. Alors, quelques points, parce que Dieu sait que ça aussi, c'est un débat qui mériterait carrément une semaine de travail. Mais la souffrance psychique n'est pas nécessairement en stricte corrélation avec l'importance quantitative du déficit moteur. Ça, c'est un point important. Un déficit facial, une anémie, peut avoir sur le plan relationnel beaucoup plus d'importance pour la personne que les difficultés motrices importantes à monter le bras pour aller à tel ou tel niveau. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important à considérer. Il n'y a pas cette corrélation-là, d'accord, quand on parle de la souffrance psychique. Quelque chose qui peut paraître anodin aux autres, à soi-même, quand on y est confronté, ça devient une montagne. Je prends un exemple tout le temps au titre de ce manque de corrélation entre l'importance quantitative de ce qu'on observe et le drame que ça peut représenter, ce sont les musiciens. J'ai beaucoup m'occupé de musiciens, et chez les musiciens, on rencontre une pathologie particulière qu'on appelle les dystonies de fonction. C'est-à-dire, vous imaginez un virtuose qui est capable effectivement de jouer des œuvres avec une vélocité, une technique, une musicalité absolument extraordinaire, et qui tout à coup, pour raison de... Alors bon, on passe sur les causes, mais sur certains traits, au clavier, plaf, il y a le petit cinquième doigt qui se relève tout seul. Vous rapportez ce lever du cinquième doigt au quotidien, ça n'est rien. C'est peanuts, c'est moins que rien. D'accord ? Surtout qu'au quotidien, ça ne s'exprime pas. Ça s'exprime uniquement au clavier. Mais vous l'imaginez dans un contexte, c'est un choix particulier, ce métier, c'est quand même un métier, que d'être musicien. Il y a un engagement dans cette voie-là qui est particulièrement importante. Et du jour au lendemain, un virtuose mondialement reconnu va se retrouver confronté à la dystonie, sa carrière est foutue, ou il va devoir se consacrer au concerto pour la main gauche toute sa vie. Ou au moins jusqu'à ce qu'il soit guéri.
Donc d'un côté, on a quelque chose qui paraît un petit peu ridicule, et de l'autre côté, on a un drame personnel et professionnel monumental, parce que tout s'arrête du jour au lendemain. D'accord? Alors bien sûr, il va pouvoir continuer à vivre, etc. Par rapport avec ce dont on parle aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'au niveau de la souffrance psychique et du drame que ça peut représenter, c'est bien énorme. Donc pas de corrélation nécessaire entre l'importance de la situation de handicap et la souffrance qu'on est victime. D'accord? L'entourage. Alors comme je vous l'ai dit, il y a 3 points comme ça, rapidement. J'ai mis entre la fuite et la surprotection. Ben oui, c'est vrai. C'est un chemin qui n'est pas facile. Et à lui seul, il mérite qu'on s'y intéresse. Et que les fameux psys puissent être impliqués quelque part pour aider, en quelque sorte. C'est pas facile d'être dans une situation familiale où les difficultés du quotidien sont lourdes, très lourdes, très lourdes, etc. Néanmoins, il y a à éviter évidemment 2 écueils. La fuite, pas voir, parce que c'est trop dur, parce que c'est trop difficile, etc. Et puis la surprotection. Surprotection a rapporté une frustration que j'évoquais tout à l'heure. On ne peut pas faire. Non, surtout tu ne fais pas ça parce que c'est trop dangereux. Tu ne bouges pas. Tu ne sors pas de ton lit tant que je ne suis pas à côté. Ça, j'imagine que dans l'Assemblée, ça n'existe pas. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les exemples dans mon quotidien, je peux vous dire que oui. Oui. Les principaux objectifs, si on voit, si on balaye un peu rapidement les choses, analytiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Préserver le muscle. C'est évident, vous allez me dire. Derrière cette notion-là, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure. Comment on le fait? Au moins, au sens large. Nitro, ITP, etc. Préserver les articulations. Complètement évident que lorsqu'il y a des rétractions, s'il y a des apparats, lorsqu'il y a des déformations angulaires importantes, il faut se méfier des conséquences mécaniques sur les dites articulations. Même quand elles sont multiples. On a parlé très rapidement aussi du rachis tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut s'intéresser à cette problématique de la configuration rachidienne pour éviter que des lombalgies, des lombosciatiques, des désagréments complémentaires et secondaires donc à cette hyperlordose puissent se mettre en place. Contrôler la charge pondérale. Vous voyez que je l'ai remise là, à côté de préserver le muscle et de préserver les articulations. C'est vraiment un point tout à fait important. Sur le plan fonctionnel, les principaux objectifs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de préserver? On essaie de préserver, bien sûr, la verticalisation. C'est utile à plus d'un titre. Le fait d'être debout, simplement debout, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan respiratoire, sur le plan digestif, donc c'est important. L'équilibre statique et dynamique. Là aussi, vous avez vu mon petit exemple pour le pied, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. En optimisant cette fonction d'équilibre sur le plan statique et dynamique, on peut avoir une action sur le résultat final, c'est-à-dire sur la déambulation, sur le déplacement, les facilités de transfert, etc. Alors même qu'on pourrait imaginer que sur le plan musculaire, ça ne va pas changer. Donc c'est un objectif en soi. Après, on est dans la fonction pure, travailler les transferts et optimiser les transferts aussi bien en travaillant sur le corps qu'en travaillant sur l'environnement, bien entendu. Si on a besoin d'une planche de transfert, il faut qu'il y ait une planche. Si on a besoin d'un lève-patient, il faut un lève-patient, etc., etc. Et après, les déplacements. Alors, j'ai volontairement pas mis la déambulation et la marche, parce que c'est quelque chose qui est... L'importance, là aussi, en exagérant un peu, c'est d'aller d'un point A à un point B, parce qu'on est en A et on a quelque chose à faire en B. On y aille à pied, à cheval ou en voiture, pour reprendre un peu, à la limite, peu importe. La tâche, c'est d'aller de A en B. Donc, il faut à un moment, effectivement, se dire, je ne peux pas y aller à pied, je vais y aller en scout, je vais y aller en fauteuil roulant, je vais y aller, etc. etc. Alors, l'objectif social, il se tire de lui-même, de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, avec l'aide aux compensations, et je rappelle ici qu'il faut des sous, encore une fois, donc il ne faut pas garder pour que les sous aillent là où il faut, et en particulier vers vous. Les sous, c'est bien beau, mais après ça, bon, ça permet d'acheter les ustensiles nécessaires pour pouvoir optimiser les déplacements en quelque sorte, mais il faut avoir un accès à la cité. Si vous n'avez pas accès à la cité, vous ne pourrez pas avoir une vie citoyenne. L'accès à la cité, c'est effectivement l'adaptation de cet environnement. C'est l'accessibilité. C'est la possibilité, le droit d'aller à tel endroit, que l'on soit en fauteuil ou pas. D'accord? Tout ceci débouchant sur quoi? Sur l'intégration dans la société des hommes. Si tout ce qui précède n'existe pas, au minimum, il y a beaucoup de difficultés à vivre cette intégration dans de bonnes conditions. Et l'objectif ultime, les termes ont été prononcés à plusieurs reprises depuis le début, je les reprends simplement ici en conclusion. Il y a 2 objectifs qui me semblent tout à fait résumer le travail que nous devons nous efforcer de faire de notre côté. C'est de faire en sorte qu'il soit possible d'assumer une vie citoyenne, dans toute l'acception du terme, vivre.
vivre sur le plan relationnel, vivre sur le plan de la politique locale, vivre sur le plan associatif, vivre sur le plan affectif, etc. Donc tout ce que représente la vie d'un homme, avec le grand H maintenant, et la qualité. Décidément, il peut passer. Et la qualité, encore une fois. C'est pas un vain mot. C'est quelque chose d'ailleurs qui, dans une loi de 2004, pour la première fois, apparaissait dans un texte législatif. Cette notion de qualité de vie, dont la personne était elle-même juge. 4 août, me semble-t-il, 2004. On trouvait ça sur Internet. Et moi, c'est la première fois que j'ai vu apparaître effectivement cette notion-là, en particulier l'appréciation de la personne de cette qualité de vie. Donc ça existe. Il faut que ça passe dans les faits désormais. Je vous remercie de votre attention.